précis. L'idée, c'est que ces Suspended Space, ces espaces qu'on a identifiés, portent par leur expérience même, le fait d'aller les voir, collectivement, ils portent un potentiel de réflexion et de fiction et de projection artistique, mais aussi théorique. On part avec un philosophe, avec un anthropologue, on ne part pas qu'avec des plasticiens. Alors on ne sait pas ce qu'on va y faire, on sait juste qu'on a des rendez-vous, qu'on va faire à partir du 14 novembre à Paris, dans l'espace qui s'appelle La Colonie, qui est un espace créé par Kader Attia, qu'on va faire une semaine de discussion, d'exposition, de ce qu'on va appeler Retour de Fordlandia. Un séminaire. Donc, oui, mais avec exposition, avec des projections, avec à manger, de la musique, quelque chose qui va nous obliger un peu à formaliser, sans contrainte. C'est la nouvelle manière aujourd'hui pour un artiste de s'exprimer et de détourner le système vente, galerie, institution. C'est une autre manière d'exister en tant qu'artiste, ce que vous faites finalement. Ça c'est certain, c'est une autre manière d'exister. Moi c'est celle qui m'intéresse. Je pense que je ne ferai pas de l'art sans ces conditions-là. C'est ça qui m'intéresse maintenant. Je pense aussi que c'est d'autant plus urgent qu'il y a une forme d'écœurement de la manière dont l'art est objet de spéculation, objet de démonstration symbolique, d'une part la plus aisée de nos compatriotes et européens, américains, et que cet écœurement, il est contraire au discours qui est développé souvent par les artistes. Là, il y a une forme de cohérence qui est recherchée. On n'est pas des commissaires politiques, on n'est pas des donneurs de leçons, chacun a sa pensée. On ne pose pas des discours sur les lieux, on part des lieux pour développer des discours. Et chacun revient en général de ses résidences en continuant à travailler sur là d'où il vient. Donc, par exemple, on voit dans l'exposition ici, il y a des choses qui ont été faites en lien à des espaces très particuliers, mais qui ont été faites dans d'autres pays, en relation à d'autres pays, d'autres situations, parce que c'est ça qui a résonné. Et nous les mettre ensemble, ce qui est un peu compliqué, c'est d'arriver à leur retrouver ces liens, ce qu'on essaie de faire dans les expositions maintenant vraiment, comment faire que ces liens soient retrouvés visuellement, sensiblement, sachant qu'ils sont nés d'une expérience commune, vraiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment pensé ensemble la manière dont ces œuvres sont faites. Après, ils sont faits dans des lieux très différents. La grande cabine là, de Christophe Viard, qui est un facsimilé à échelle 1 d'une cabine de surveillance de baignade au Mexique. Elle existe parce que Christophe Viard est venu à Chypre avec nous, a vu tous ces miradors qui parsèment Chypre, et par ailleurs il sortait aussi d'une résidence au Mexique et il a fait ce lien-là. Évidemment, ça ne traite pas du Mexique, ça ne traite pas de Chypre, mais c'est ça qui est arrivé. Voilà. Kader Attia qui nous parle d'Algérie, de Gardaïa. Expliquez un peu cette pièce. Alors je pense que le discours de Kader est plutôt de dire regardons l'histoire du modernisme en se rappelant qu'il n'a pas la pureté expérimentale qu'il a prétendu avoir, qu'il s'est inspiré aussi, il s'est nourri aussi de la manière dont les choses s'étaient construites par rapport à des matériaux, à des modes de vie, à des traditions, et comment est-ce qu'on peut essayer de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. On a fait un contrat par artiste, ça fait partie du projet. Mais alors pourquoi il y a le confetti là, de charbon? Alors, le choix, ça a d'abord été le choix d'inviter ces deux artistes qu'on aime beaucoup et qui partent avec nous. C'est Bernard Venet, ça, non? Ah bon? Pourquoi Bernard Venet? Je savais pas. Première pièce de Bernard Venet, c'était peut-être Charbon. Charbon. Donc ce n'est pas du charbon. Oui, Richard Long a fait des tas de charbon aussi. Il y a des droits d'auteur. Justement non, parce que c'est un tas de confettis. Donc là, c'est une espèce de... C'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil, voilà. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est un terril. Qui évoque le terril, et en même temps c'est produit avec ce qui est typiquement un objet de la fête populaire, d'une fête qui serait un peu sombre, donc il y a cette idée aussi, mais en même temps ça fait une pièce qui n'est pas sombre, qui est plutôt joyeuse, un peu ironique, et c'est assez proche de ce travail à Stéphane Tidet qui travaille beaucoup dans l'espace, des volumes, et souvent avec un petit décalage et une recherche de grande efficacité entre l'idée et le résultat. C'est la fin de la fête, quoi. C'est un Claude Lévesque finalement. C'est entre Claude Lévesque et Richard Long, c'est un peu ça. Ouais. Plus Claude Lévesque qu'un Bernard Venet. C'est ça, exactement. C'est plus esprit de C'est terrible le monde de l'art aujourd'hui. On est piégé par on trouve. Mais c'est pas grave ça. Il y a tout dans tout. Hein. C'est pas grave parce que on aime ça aussi. Ça c'est finir par ça. Bertrand Lamarche. Un vortex. Donc c'est une évocation qu'on trouvait intéressante à la fois de l'industrie, mais aussi du fleuve. On va partir ensemble sur l'Amazonie, aussi du flux, et quelque chose qui est complètement fascinant. Et là aussi, on aimait bien ce rapport entre ces deux pièces parce qu'il y a quelque chose de très simple dans le principe et de très efficace. De pistes à suivre quand on parle de Genèse, c'est de la manipulation
un peu empirique en atelier. C'est-à-dire que je manipulais des gaines d'aluminium PVC souple de cuisine parce que à l'époque je m'intéressais au système de vortex. D'ailleurs il y a quelque chose d'un petit peu vortex dans cette pièce et je voulais recréer éventuellement ce qu'on pouvait voir à l'intérieur d'une tornade. Donc je faisais tourner sur une perceuse ces tubes et je filmais à l'intérieur le creux de ce qu'on appelle le funnel en anglais. Et un jour j'ai manipulé ces gaines et j'en ai replié une sur elle-même et je l'ai fait tourner à la main. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée de ce donut qui... je reste sur un certain format, l'idée de la modélisation elle est intéressante. On peut y aller avec les yeux, on peut y aller en se projetant dedans, et il n'est pas évident nécessairement qu'on doive le vivre physiquement. C'est pas sûr que l'expérience soit plus intéressante à l'échelle 1 qu'en termes de projection. C'est aussi un objet visuel et un objet un peu cinétique. Il y a un ami qui l'appelle le eye scraper. C'est pas le gratte-ciel, c'est le gratte-œil en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il attrape l'œil, me disait une amie. Puis encore plus l'espace du paysage, mais c'est quand même un musée, donc on a été invité à faire un projet là-bas, en relation donc avec les gens du coin. Donc on a travaillé avec l'université de Terol et avec un groupe d'étudiants en art avec qui on a fait un workshop d'une semaine complète en immersion dans le musée, avec ce projet de créer des maquettes, d'objets récupérés, qui reprennent le vocabulaire moderniste, des formes simples, des bâtiments qu'on peut identifier d'Oscar Niemeyer, et tout ça bricolé et avec un petit jeu visuel qui fait un petit trucage, mais vraiment très simple, aucune post-synchronisation, c'est un trucage fait en direct, qui avec des objets, au lieu de chuter, semble se dégager la voie d'un paysage sans fin qui parcourt tous les espaces du musée, dedans, dehors. C'est de la récupération. C'est de la récupération et de consommation. C'est ça, voilà. Et moi j'ai un peu orienté certaines architectures pour qu'on retrouve quelques éléments de vocabulaire Niemeyer. Et les étudiants ont fait aussi des choses. Ils ont insisté pour faire une favela, par exemple. C'est la dernière métaphore de l'art, le PS22. En tout cas, c'est quelque chose qui... Un endroit suspendu. C'est ça, et une forme de résistance aussi.